Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. J'ai décidé, pour les 4 prochains épisodes, de faire une série sur la gestion du temps en tant que leader. On a déjà dans ce podcast beaucoup parlé de gestion du temps, de priorisation, du risque que nous pouvons tous encourir si nous gérons cette pression de la mauvaise manière. Et je suis tombé sur un article que je vous mettrai en fin de note de podcast qui propose une gestion du temps des priorités un tout petit peu différente, en particulier justement du point de vue d'un ou d'une leader. Et je me disais que ce serait intéressant qu'on y passe un peu de temps ensemble, puisque dans ma pratique de tous les jours, que ce soit en termes de coaching ou de formation, eh bien, je suis confronté à des individus, des personnes qui ont quand même tous ou toutes une question ou une problématique liée à cette gestion du temps, à cette gestion des priorités. Je suis en train actuellement de donner un cours, enfin 2 en fait, à deux groupes différents, et je dois vous avouer que les problématiques sont à peu près toujours les mêmes. Donc, une série de 4 épisodes. Pourquoi ? Parce que, en fait, on attend de leaders qui fonctionnent, ou qu'elles fonctionnent à un rythme plus élevé, rapide, plus élevé que la moyenne, et qui soient très productifs. On est leader, on prend des responsabilités, on a son job, je dirais entre guillemets, de base, et en plus de ça, eh bien, on va nous affecter des tâches de gestion de projet, de gestion d'équipe, de leadership politique, ou d'influence, ou que sais-je, mais en tout cas, on va nous rajouter des tâches, et donc on va devoir se débrouiller pour continuer à livrer les bons résultats qui ont fait qu'on a été nommé à ces postes-là, malgré le fait qu'on a beaucoup plus à faire. Donc d'un côté, on attend des leaders qui soient hyper productifs, et de l'autre côté, on a un sentiment partagé, souvent chronique, de dérapage, de perte de contrôle, qui soit individuel ou même collectif. Des équipes peuvent vous dire, on a l'impression qu'on maîtrise absolument plus rien du tout. Et quand c'est le cas, la performance s'en ressent, et l'épuisement, entre guillemets, n'est peut-être pas loin. Je vous rappelle l'épisode 84, consacré aux risques psychosociaux. Comment est-ce que ça se manifeste ? Vous entendrez des gens, alors, beaucoup de personnes, mais en particulier des leaders, vous dire « j'ai trop de travail, j'ai pas assez de temps ». Et là, nous avons déjà quelque part une réponse à l'épisode 112 sur comment gérer sa charge de travail, avec cette espèce de prise de conscience que la charge de travail est infinie, et que donc il ne faut plus parler en fait de « je n'ai pas assez de temps, j'ai trop de travail », puisque en soi, cela ne veut rien dire. Si ça vous interpelle, écoutez l'épisode 112 et revenez ensuite à cet épisode-ci. Donc les gens, vous entendrez qu'ils disent « j'ai trop de travail, j'ai pas assez de temps ». Ils diront aussi, alors c'est une autre catégorie de personnes, « ah, je bosse 70 heures par semaine, et j'en suis fier ». Et là, on leur fera lire l'épisode 25, « le faux héroïsme des gens débordés ». Puisque cette attitude, nous le verrons, n'est absolument positive, ni pour la personne, ni pour son entourage. Autre type de problème, mais autre type de personne, je suis fatigué. Et là, en fonction de l'altitude hiérarchique de cette personne, peut-être une perception d'une personne faible ou d'une personne mal organisée. Parce qu'elle dit « je suis fatigué ». Alors, vous voyez que ces 3 réactions, pour des raisons diverses, ne sont quelque part pas productives, ne sont pas les bonnes. Puisque j'ai trop de travail, j'ai pas assez de temps, va induire plutôt de l'anxiété. Je bosse 60 heures par semaine ou 70 heures par semaine, j'en suis fier, yes, let's go, avec le biceps bien gonflé, la testostérone qui flot, l'adrénaline à fond. C'est un leurre, c'est une illusion, puisque à terme, c'est absolument destructif. Et puis je suis fatigué, on voit que la personne est déjà presque trop loin et que, quelque part, elle met sa santé en danger. Alors, le problème, c'est que la première réaction d'un leader ou d'une leader dans cette situation-là, c'est de commencer par bosser plus. C'est pour ça qu'en fait, notre deuxième exemple, il arrive à 70 heures par semaine. C'est que le principe, c'est que des heures de travail plus longues conduisent à une meilleure productivité.
ce qui est évidemment faux. La productivité, c'est le résultat divisé par le temps qu'il a fallu. Donc vous voyez que si vous augmentez le temps qu'il a fallu pour obtenir la même chose, vous aurez une diminution de la productivité, pas une augmentation. Déjà, mathématiquement, ça joue pas. En plus, il y a toute une série d'autres conséquences qui font que bosser plus va faire diminuer votre productivité. Et ça, on va le voir aujourd'hui. Et donc, le problème, du coup, c'est que dans cette dynamique-là, eh bien, le leader ou la leader qui se pousse à travailler plus vont pousser les autres à travailler plus, puisque j'ai plus de travail, donc je distribue plus de travail aussi. Donc j'augmente les attentes vis-à-vis de mes collaborateurs. Et puis une fois que ça c'est fait, alors on essaye, tant bien que mal, de caser du temps avec les hobbies, les proches, les amis. Et ça, c'est une vue à court terme. Et j'ai vu assez de gens maintenant, alors pas encore en burn-out, mais vous vous souvenez qu'on avait parlé à l'épisode 84 avec Axel, et puis aussi, dans un autre épisode que je vais essayer de vous retrouver, on avait parlé avec Axel et Laurence, hein, dans l'épisode 91, de qu'est-ce qu'on peut faire contre le burn-out. Eh bien, cette idée de dire je bosse, et de temps en temps je me ressource, je me remplis, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas à moyen terme. Alors à court terme, hein, on fait du flex avec le biceps, mais à moyen terme, ça fonctionne pas. Donc, du coup, cher leader, votre capacité à gérer beaucoup plus efficacement, je vais y arriver, l'augmentation de la charge de travail, et donc l'épuisement professionnel, est essentielle parce que votre comportement a un impact significatif sur les autres. Vous le savez, sous l'effet du stress, beaucoup plus d'attitudes défensives, de moins bonnes, des décisions prises de la moins bonne manière, d'une mauvaise manière, peut-être sur un coup de tête ou sur une émotion. Et en fait, sous stress, nous le savons, hein, neurobiologiquement parlant, nous perdons la fonction décisionnelle de notre cerveau, la fonction exécutive, comme on l'appelle. Et comme vous donnez le ton, eh bien, voilà, c'est pas difficile de voir l'impact négatif que ça peut avoir sur votre organisation. Alors, j'ai une espèce de niveau 1 de la résolution des problèmes qu'on vient de donner. Le niveau 1, c'est fixer des objectifs, planifier, prioriser, épisode 9, entre parenthèses, déléguer, épisode 30, suivre les engagements et les délégations pour s'assurer que le travail est terminé, fait comme on veut, créer des listes gérables de choses à faire, qu'on partage avec un tas d'outils, hein. C'est là où vous avez les Teams, les planners, les Trello, les Monday.com, le visual machin, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est très bien. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les formations en organisation personnelle que Coapta donne. Et bien, quand vous posez la question aux gens, ce que je fais régulièrement, c'est pour ça aussi que j'ai fait cet épisode, c'est que les gens vous disent deux choses, vous donnent deux réponses. Quand vous leur dites, bon, et du coup, avec tous ces outils, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'ai des gens qui disent, je fais tout ça, mais ça suffit pas. Ça me suffit pas de permettre de rester à la hauteur des exigences auxquelles je suis confronté. Et la deuxième réponse, c'est, alors je sais que je devrais le faire, mais j'ai pas le temps de le faire. Ce qui, en parenthèse, notez l'ironie de la réponse. Hein. J'ai pas le temps, donc je fais une formation, donc je prends des outils, mais j'ai pas le temps de les mettre en place. Bon. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que, bien sûr qu'il faut commencer par là. Fixer des objectifs, planifier, déléguer, etc. Il faut commencer par là. Mais une fois que vous aurez fait ça, souvenez-vous, il y a une infinité de travail à faire, donc ça va continuer à se remplir. Donc il y a un moment donné où vous arriverez à capacité. Et là, les approches conventionnelles ne suffisent pas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, et on termine l'introduction de ces quatre épisodes dédiés à la gestion du temps en tant que leader. Eh bien, une nouvelle approche, entre guillemets, alors vous verrez qu'elle n'est pas complètement nouvelle, mais que, je dirais, dans son ensemble, la mise en place de ces quatre éléments est quelque chose d'innovant. Cette nouvelle approche se base sur 4 axes de travail. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la productivité durable. On voit que dans productivité, on va continuer à pousser, mais dans le durable, on a cette idée d'équilibre. Hein. Ensuite, deuxième chose, identification et réduction de la charge de travail fantôme. Et la charge de travail fantôme, alors ça, c'est quelque chose d'important, puis c'est le travail que les gens se créent involontairement en essayant de prendre des raccourcis, ou en essayant d'éviter de faire ce qu'il faut faire. Et donc ça crée du travail par derrière. Et donc ça, c'est l'épisode prochain. Ensuite, troisième domaine, axe d'approche,
c'est des outils pour gérer le temps plus efficacement dans 4 domaines de leadership. Donc on va voir comment est-ce que, en ayant un meilleur leadership ou un leadership légèrement différent, on peut être plus efficace et efficient en termes de gestion du temps. Et enfin, un modèle de changement de comportement qui permet en fait aux gens de mettre en pratique de manière fiable et surtout durable les bonnes idées de gestion du temps. Donc, productivité durable, charge de travail fantôme, leadership et changement de comportement. Alors, pour cet épisode-ci, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, augmenter la productivité durable. Alors, du coup, vous avez bien vu que l'hypothèse que vous devez absolument remettre en cause, c'est cette idée que travailler plus dur, plus d'heures, plus de jours par an, augmente la productivité. C'est faux. Réduction du fonctionnement du cerveau, augmentation du stress et des problèmes de santé, diminution de l'efficacité, relations tendues ou ratées, ou pas positives, ou pas satisfaisantes. Et quand je dis ça, dans votre tête, immédiatement, il doit venir, ben oui, les relations sont la base de la confiance, qui sont la base de la communication, qui sont la base de la collaboration, qui sont la base du travail. Donc, de mauvaises relations veulent dire un mauvais boulot. Hein, la chaîne, elle est hyper logique. C'est quasiment instantané. En plus, problème de santé, donc moins d'efficacité, diminution de l'efficacité, donc moins de concentration. Donc, ça, c'est certainement une des sources de travail fantôme, de charge de travail fantôme. Puisque plutôt que de prendre une pause de 5 minutes dans ma journée et puis finalement d'être mieux concentré dans ma tâche, je fais quelque chose à moitié que je dois reprendre, donc je me crée du travail. Donc, cette proposition de dire quand ça va mal, entre guillemets, quand j'ai plus de travail, je dois bosser plus, c'est une erreur absolue. On peut le faire peut-être sur une courte période, on peut le faire jusqu'à arriver à notre point d'équilibre, mais au-delà de ça, c'est une hérésie. Alors du coup, évidemment, sur nous, c'est clair, l'impact, mais sur les autres, pareil. Il y a du rework dans tous les coins, il faut refaire les choses, la qualité du boulot est médiocre, donc il faut aussi peut-être les reprendre, ou peut-être il y a un dégât d'image, ou peut-être quelque chose qui doit être qui est moins bien perçu par les clients ou les collègues internes, des malentendus, donc des conflits, un manque d'innovation, puisqu'on n'a pas le temps d'innover, puisqu'on a la tête dans le guidon, et puis alors les réunions, auxquelles on vient pas préparer, sans ordre du jour, qui deviennent improductives, et qui génèrent du travail. Vous voyez que tous ces mécanismes, finalement, si on part de l'individu, quelque part mal organisé ou mal équilibré, eh bien, vous voyez que ça donne sur l'environnement immédiat de cette personne, pareil, on génère du chaos. Plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus c'est important, parce que plus vous avez d'impact. Le problème, c'est que ce que je vous dis paraît évident, mais quand vous êtes dedans, cet impact du surmenage, des fois il est clair, mais il est plus souvent subtil. Il est insidieux, et puis à long terme, on a vraiment un déclin et de la performance et de la qualité de vie. Alors, qu'est-ce que cette idée de productivité durable ? En fait, vous verrez que c'est assez simple. La première chose, c'est de s'assurer que nous faisons les bonnes choses, de 1, bien, de 2, et en temps voulu, 3. Ça, c'est la première chose. Faire les bonnes choses, bien, en temps voulu. Ensuite, deuxième idée de la productivité durable, ce qui est intéressant, vous voyez le premier, on est plutôt dans la productivité, maintenant dans la durabilité, eh bien, il s'agit de préserver et de restaurer les relations. Puisque c'est ça, en fait, qui va vous permettre d'être durable. Les relations avec qui ? Avec soi-même. Vous n'y attendez pas forcément avec celle-là, mais c'est important. Avec ses collègues, avec ses clients, et en fait, finalement, évidemment, avec sa famille, sa communauté, voire même son environnement plus globalement. Donc, comment faire ? Alors, pour faire les bonnes choses, nous verrons dans le 3e épisode de cette série, consacré au leadership, nous verrons là une manière de faire pour savoir que nous faisons les bonnes choses. Et vous voyez où je veux en venir, on va parler de vision, on va parler d'ambition de l'entreprise, puisque c'est ça qui va nous orienter dans la bonne direction. Donc faire les bonnes choses, c'est s'assurer que ce sont les choses qui ont le plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Quand vous allez prioriser vos tâches, alors l'axe de l'urgence, ça vous le connaissez, c'est souvent lié au délai, mais l'axe de l'importance est lié à la valeur ajoutée de la tâche, est lié à l'impact de la tâche sur l'activité.
Donc ça, c'est faire les bonnes choses. Faire les choses bien, facile à dire, mais c'est prendre le temps de bien les faire. C'est-à-dire de se mettre d'accord avec le client interne de la tâche, ou le client externe d'ailleurs, et se dire, voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Donc avoir cette petite discussion de 30 secondes, 1 minute, pour dire à la personne, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin, sous quelle forme est-ce que tu le veux, avec quel niveau de qualité est-ce que tu veux en fonctionner, c'est le fameux DQR, hein, pour ceux qui ont suivi des formations avec moi, délai qualité reporting, donc le niveau de qualité, donc faire les bonnes choses, faire les choses bien, sous-entendu moins de rework aussi, et enfin en temps voulu. Donc être des ayatollahs absolus sur le fait que vous avez besoin d'un délai dans une tâche, dans une activité, pour pouvoir la prioriser, donc pour pouvoir la planifier, et donc pour pouvoir la livrer à temps. Ce que ça veut dire, nous en tant que leaders, chers leaders, nous devons donner à nos équipes des délais. Et nous devons nous engager sur ces délais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais changer, mais ça veut dire qu'un minimum de rigidité va aider à la productivité. Vous ne pouvez pas changer les priorités tous les jours. Si votre boss demande de changer les priorités tous les jours, eh bien vous devez vous battre pour pouvoir lui faire accepter qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être conservées, alors dans une certaine échelle de temps, ça dépend de l'entreprise. Des fois c'est 2 minutes, des fois c'est 2 minutes bien sûr, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, mais que il faut avoir une certaine stabilité dans la marche de l'activité de l'entreprise pour que les gens puissent s'adapter et se focaliser sur quelque chose. Donc faire les bonnes choses bien en temps voulu. Préserver et restaurer les relations. On va pas y passer 20 minutes, mais vous voyez qu'une relation avec soi-même, ça veut dire une relation aussi où je m'épanouis dans mon travail. Je ne peux pas bosser 70 heures par semaine sans m'épanouir dans mon travail. Je peux le faire, mais alors là, ça va vraiment me bouffer la chandelle par les deux bouts. Donc, je dois restaurer une relation avec moi-même, au niveau de mes hobbies, au niveau de mon équilibre. Je parlais avec une personne, il n'y a pas si longtemps de ça, qui me disait, j'ai plus de temps pour les hobbies. C'est une vision à court terme. Et si l'entreprise dans laquelle vous bossez vous empêche de ne pas travailler le samedi ou le soir, allez chercher du boulot ailleurs. Ce n'est pas possible à moyen terme de fonctionner de cette manière-là. Donc restaurer la relation avec soi-même. Alors avec toutes les autres personnes, eh bien, il s'agit de prendre du temps pour cette relation, pour ses collègues, aller boire un café avec eux, voir comment ils vont. Avec ses clients, pareil, prendre le temps d'établir de bonnes relations. Avec sa famille, ne pas caser la famille quand on a le temps, mais bien prioriser la famille pour être en équilibre avec soi-même, pour être quelque part réalisé socialement, pour être plus libre dans sa tête, dans son corps, dans son esprit, quand on est au boulot. C'est important de prendre ce temps, parce que, vous le savez, le temps, il n'est pas extensible. Oui, je peux bosser 45 heures par semaine. Oui, je peux bosser 50 ou 55 sur cette période de temps. Bien sûr que je peux le faire. Tant que je suis en équilibre avec le reste de mon environnement, avec ma famille, avec moi, comme on vient de le dire. Et donc, il s'agit de dépenser ce temps judicieusement. C'est ça le choix de faire les bonnes choses. Entre vite terminer un rapport, bouffer 1h30 sur une soirée alors que vous aviez promis à votre fils ou à votre épouse ou à votre compagnon de passer du temps avec lui, c'est un mauvais calcul. C'est un calcul à court terme qui ne vaut pas la peine. Ça ne vaut jamais la peine. Votre entreprise, vous lui donnez votre énergie, votre sang, peut-être pas tout à fait, mais vous donnez votre énergie, vous donnez votre productivité maximale, vous donnez votre intelligence, vous donnez toutes vos capacités, mais vous devez vous sauvegarder pour pouvoir donner ces capacités-là, pour pouvoir donner ce résultat. Et donc évidemment, une des manières de clarifier cette priorisation de à quoi je passe mon temps, eh bien, c'est de le clarifier. C'est qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir? Donc en fait, du point de vue d'un leader, de votre point de vue de leader, la gestion du temps, ça consiste surtout à s'aider à faire les bons choix et à aider les autres à faire de bons choix et à coacher les autres à faire de bons choix de priorité. Et souvent, des choix qui vont s'avérer devoir être courageux plutôt que des choix à court terme. Donc, productivité durable, faire les bonnes choses bien en temps voulu, et préserver et restaurer les relations que vous avez ou que vous aurez avec votre environnement immédiat. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant la fin de l'épisode, la recommandation du mois. Alors quelle est-elle, cette recommandation du mois? Eh bien, brièvement, faites
de la musique. Pourquoi cette recommandation qui peut paraître bizarre ? Parce que je suis musicien, j'en fais moi-même, j'ai des instruments à la maison, je compose, j'écris de la musique, et j'ai remarqué que il faut relativement peu de moyens et de technicité pour déjà arriver à des résultats qui sont intéressants. Et la musique a cette propriété de nous libérer des émotions, des pensées, de pouvoir mettre des choses et d'exprimer notre être, qui nous sommes, d'une manière différente que celle que nous pouvons avoir d'habitude. Alors, je vous dis de la musique parce que c'est mon art privilégié, mais ce serait pareil avec la peinture, ou la poterie, ou le jardinage, ou l'expression de rendre quelque chose concret. Alors, si vous êtes intéressé, je ferai peut-être un petit aparté une fois dans un épisode pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire de la musique pour pas cher, mais vous pouvez déjà utiliser une app sur votre téléphone, vous pouvez faire du chant, par exemple, une autre manière de mettre votre voix, votre côté artistique à contribution. Hein, et voilà, si vous voulez d'autres idées de comment faire de la musique, eh bien nous pouvons en parler dans un prochain épisode de Leadershift. À la semaine prochaine. Ciao.